Nouvelle vidéo Flesh and Blood, nous sommes habillés pareil, je reçois Tom qui va nous parler des différents formats de d'événements organisés autour de Flesh and Blood. C'est ça, le but aujourd'hui c'est un petit peu de vous présenter comment vous pouvez jouer à Flesh and Blood Ouais. et dans quel format, on en a déjà parlé, mais là c'est de rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail et puis dans le détail un petit peu des circuits compétitifs qui existent Mm. pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Donc déjà ce qu'on va commencer par faire c'est vous parler des différents formats de jeu. Ça on l'a déjà fait mais juste un rappel et puis présenter ce qu'on n'a pas trop rentré en détail. Donc déjà le format roi entre guillemets de Flesh and Blood, c'est le classique constructed, donc le CC, tout le monde dira CC, qui est le format dont on parle depuis le début. Donc Oui. c'est format 60 cartes. Alors tous les formats Flesh and Blood sont une seule manche gagnante, donc ça je reviendrai pas dessus. Au B1, BO1, BO1 en Best of One. en BO1. Donc 60 cartes, 80 cartes pour la liste complète du deck avec pré-side, donc on modifie des cartes avant le début de la partie juste en connaissant le héros adverse. Pas de rotation si ce n'est le système de Living Legend où les héros partent à la retraite après un certain temps. Si je devais faire une comparaison pour les joueurs de Magic, ce serait le moderne globalement, c'est l'équivalent du moderne à Magic, c'est-à-dire c'est le format où tout est globalement, enfin c'est un format où globalement tout est légal. Il y a une banlist évidemment, mais les cartes ne vont pas devenir obsolètes au fur et à mesure du temps. Et c'est global. Contrairement à Magic. Et c'est alors Ah non, pas ce format-là. Oui. pas en moderne. C'est globalement le format qui est joué dans 90% des tournois. Oui. Donc c'est vraiment le format roi et c'est le format de Flesh and Blood. 40 points de vie en général, vous avez les héros qui en ont un peu moins, C'est ça. et 3 cartes de même couleur et même nom au maximum. Donc pour des cartes qui existent dans les 3 couleurs, vous avez le droit à 9 cartes maximum. Un dérivé du format Classic Constructed qui a été introduit l'année dernière par LSS, c'est le format Living Legend. Le format Living Legend, là, c'est l'équivalent du Legacy ou du Vintage à Magic. C'est-à-dire c'est un format où globalement tout est légal, même ce qui a passé Living Legend. Le Clash des Titans. Il y a quelques cartes qui sont restreintes ou bannies, mais c'est vraiment très peu. Donc c'est un format un petit peu dégénéré. Globalement, tout ce qui a été le plus fort dans le jeu est possible. C'est un format qui est en train de pousser un petit peu plus par LSS, avec notamment une saison de tournoi là, de pas très haut niveau compétitif qui arrive en septembre. Mais voilà, c'est pas un format que je conseillerais à des débutants, c'est plutôt un format pour les nostalgiques de l'époque où on pouvait jouer Chain et où Starvo était légal. Les dieux se baladaient sur Terre. C'est ça. Donc ça, c'est pour les formats en classique construit. Ensuite, on a les formats en Blitz. Donc le format Blitz, c'est un format où on va jouer avec les versions jeunes des héros et où on va jouer avec des decks de 40 cartes et donc avec seulement 20 points de vie. Ou un peu moins. Ou un petit peu moins. Donc le format Blitz, ça va être des parties plus courtes, plus explosives. Pas forcément plus accessible que le construit, malgré ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un format avec moins de points de vie, etc. Parce que vraiment, dans Blitz, la moindre erreur va être punie ouais. cash. Donc c'est un format qui était relativement compétitif, mais qui est en train d'être de plus en plus casualisé, on va dire, par LSS, parce qu'il est très dur à équilibrer. Donc plutôt pour se concentrer sur l'équilibrage du construit. Il y a toujours des tournois en Blitz, mais il y a toujours un système de rotation, mais de moins en moins on voit de gros événements en Blitz. Alors faut préciser que les héros ont moins de points de vie, ils ont exactement le même pouvoir. Oui. Et c'est les mêmes. Et la différence, donc c'est 40 cartes et 2 exemplaires de chaque carte par rapport à 3 en construit. Voilà. En dérivé du Blitz, on a le Commoner. Le Commoner, c'est l'équivalent du Pauper à Magic. Alors ça, c'est un format communautaire, mais qui se répand un petit peu. Il y a des tournois de temps en temps avec. Mais c'est un bon moyen de jouer avec des amis. Où on a le droit de jouer que des cartes communes et un certain nombre de cartes rares dans notre deck. Donc, je crois que c'est 5 rares, il me semble. Alors les rares, c'est sous les majestiques. Oui, c'est l'équivalent des uncommon. Donc c'est vraiment l'équivalent du Pauper à Magic pour ceux qui ont joué à Magic. Ce qui fait que ça crée des méta et des types de decks complètement différents. J'ai jamais joué en Commoner. Ça doit être assez rigolo. De ce que j'en ai entendu, c'est assez rigolo. Et puis c'est un autre moyen de découvrir le jeu, découvrir des cartes qu'on joue pas du tout d'habitude parce qu'elles sont pas assez puissantes pour être jouées en construite, mais en Commoner, elles prennent tout leur sens. Et des stratégies complètement différentes. Et puis c'est un moyen de vraiment comprendre pourquoi les cartes Majestic et légendaires sont beaucoup mieux. Sont clés dans le jeu.
Et puis dernier format construit, là qui est un format complètement fun, qui est l'UPF, donc l'Ultimate Prize Fight, C'est pas Pit Fighting? Pit Fight, qui est le format multijoueur à 3 ou 4. LSS avait sorti un produit en collaboration avec Tolarian Community College en fin d'année dernière, avec le produit Round the Table, qui est 4 decks préconstruits pour l'UPF. Donc c'est vraiment un format un peu avec de la négociation, de la diplomatie, comme le Commander Multi à Magic. Euh, Clairement, c'est assez marginal, il y a des gens que ça amuse. C'est du side event en fin de soirée après un tournoi Ouais, moi, principal. j'en ai fait une seule partie que j'ai trouvée longue. Oui, c'est un format. C'est comme du Commander à Magic globalement. C'est plus de la politique que du Flesh and Blood. Ouais, ouais. Et puis, en parallèle de ces formats construits, il y a un format qu'on va appeler limité. Donc, limité, c'est des formats où vous ne venez pas avec votre propre deck, mais vous allez vous construire un deck avec des produits qu'on va vous donner au moment de l'événement. Il y a deux types de formats limités à Flesh and Blood. Le premier, c'est le scellé. Le scellé, c'est le format que vous allez retrouver notamment durant les avant-premières. Mais durant d'autres événements compétitifs, même des callings, des gros événements compétitifs, on peut avoir du scellé. Le scellé, comment ça se passe? Vous allez recevoir un certain nombre de boosters de l'édition en cours. En général, c'est 6. Là, avec Miss Veil, c'est 8. Et je trouve que c'est une excellente idée et que LSS ferait bien de conserver cette idée pour la suite parce que ça donne plus de possibilités. Et puis, à partir de ces X boosters, vous allez les ouvrir. Et puis, vous allez devoir créer un deck pour un des personnages de l'extension. Donc, le personnage, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. C'est un jeton. Pareil, son arme, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Et vous allez devoir de construire un deck d'exactement 30 cartes. Avec autant d'exemplaires que vous voulez de chaque carte. Vous n'avez pas de limitation par rapport au construit. Ah oui, tu peux en avoir 15. Si tu en as ouvert 15, tu peux jouer les 15. D'accord. C'est peu probable. Oui, non, mais c'est. Mais, ensuite, vous allez faire une partie de Blitz avec vos decks de scellés, donc avec les héros jeunes, 20 points de vie, normal. Et puis le scellé, alors dans un événement scellé, normalement, sauf si une avant-première, vous devez déclarer votre héros au début de l'événement, une fois que vous avez reçu vos packs et que vous avez ouvert, que vous avez décidé ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas en changer. Par contre, en avant-première, vous pouvez changer d'une partie à l'autre parce qu'on est là pour découvrir les nouvelles cartes. Et l'autre événement, qui est le côté encore plus compétitif du limité et qui est le format compétitif roi du limité, c'est le draft. Le draft, c'est un format très technique où, c'est comme le draft à Magic, pour ceux qui ont pu jouer, ou à d'autres TCG quand ils ont pu jouer à d'autres TCG, vous allez avoir 3 packs. Vous allez ouvrir le premier booster. Enlever les jetons, donc enlever les deux dernières cartes et potentiellement les cartes légendaires de slot d'expansion, tout ça que vous enlevez et que vous gardez pour vous. Vous n'avez pas le droit de les jouer, mais vous les gardez pour vous après. Et puis dans ce pack, vous allez choisir une carte, passer à votre voisin de gauche, récupérer un pack, choisir une carte, etc. Une fois qu'il n'y aura plus de cartes à récupérer, vous allez ouvrir le deuxième booster, choisir une carte, passer à votre voisin de droite cette fois, du draft. Pour ceux qui connaissent. Et donc, vous allez drafter du coup 42 cartes au total. Et donc, à partir de ces 42 cartes, vous allez devoir vous faire un deck, encore une fois, d'exactement 30 cartes, choisir un héros, et qui est fixe cette fois, parmi les 3 héros, parmi les héros de l'extension, et jouer 3 rondes avec vos adversaires de la table. Mais le draft doit être long. Alors, un draft, c'est à peu près 30 à 40 minutes pour drafter, et ensuite 3 parties de 20-30 minutes. Enfin, 3 parties de 30 minutes. Mais c'est, ça compte quasiment comme une des manches. Le draft, c'est la partie la plus importante, parce qu'il y a plein de compétences en draft qu'il faut acquérir, notamment lire les signaux, c'est-à-dire être capable de voir. Dans Flesh and Blood, alors c'est un truc dont tu n'es pas nécessairement rentré dedans, mais la répartition des packs est fixe. C'est-à-dire que typiquement, dans chaque pack de Miss Veil, vous allez avoir 2 cartes illusionnistes, 2 cartes ninja, 2 cartes assassins, une carte qui est soit générique, soit d'une des 3 classes, une carte générique, une carte mystique, un équipement, une carte instantanée transcende, et ensuite 2 cartes qui sont rares ou majestiques, une carte rare ou majestique, et une carte foil qui peut être n'importe quoi. En fonction de ce qu'on a, on sait ce que les autres ont drafté. Voilà, c'est sur les premiers pics, on peut voir, ok, mon adversaire à ma droite du coup, on passe à gauche, a pris une carte ninja au premier pack, a pris une rare au deuxième pack, il manque encore une carte ninja au troisième pack. Je peux être à peu près certain qu'il y a un ninja dans les 2 sièges à ma droite. Donc ça veut dire que si je prends des cartes, si moi aussi je pars sur ninja, et en fait on va me couper toutes les bonnes cartes ninja sur le premier et le troisième pack. Donc c'est plein de choses comme ça à apprendre à savoir quelles sont les cartes à prioriser, quels sont les signaux à envoyer, ce genre de choses. C'est un format très technique. C'est pour ça que le draft il se joue
Soit en général, il y a des boutiques qui organisent juste des drafts, ça se fait beaucoup. Soit il se joue euh, dans les formats, dans les tournois très compétitifs. Euh, et c'est un format qui est extrêmement intéressant et qui permet de développer des nouvelles compétences et de voir le jeu sous une autre facette. Donc voilà, ça c'est une tour d'horizon des différents formats de jeu. Maintenant, les formats compétitifs. Donc, Les différents événements compétitifs. Voilà, les différents événements compétitifs. Il y a un circuit compétitif qui est mis en place par LSS. Donc tous les tournois doivent être approuvés par l'éditeur, donc un certain type de tournoi. Donc on vous mettra le graphe d'ailleurs qui liste les différents types de tournois, puis peut-être on entourera au fur et à mesure des choses qu'on parle. Mais c'est bien, parce que là, tu vas te mettre au montage, toi. Absolument. Donc les différents types de tournois. Le tournoi de base. Oui. Alors il y a On on va monter au fur et à mesure. Le tournoi de base. Alors il y a des tournois on demand qui sont des tournois pas ratifiés, on va dire. Un gérant de boutique peut organiser à n'importe quel moment avec pas de dotation particulière. C'est juste ça la différence. Ouais. C'est un tournoi sans dotation. Les tournois de base sont les armories. Les armories, en principe, chaque boutique peut en faire une par semaine. Et dans le format de son choix, en construit ou en blitz. En général, c'est en construit, mais des fois, il y en a certaines, c'est en blitz. Par exemple, à Paris, il y en a 3 en construit, une en blitz dans les boutiques. Parce qu'il y a 4 boutiques sur Paris qui font des flèches, qui font des tournois de flèches à l'heure actuelle. J'en oublie peut-être, je m'excuse. Et donc, l'Armory, c'est l'équivalent du Friday Night Magic à Magic. C'est le tournoi vraiment convivial où tout le monde vient, où tout le monde s'amuse, où on ne se met pas la pression, où ça joue. Alors, les gens en général viennent quand même avec des decks compétitifs, avec de bons decks. Mais clairement, ils sont aussi là pour accueillir les débutants, pour leur apprendre à jouer. Et puis, il y a le but, mais en général, les gens ne sont pas là pour gagner. Les gens sont là pour tester leur deck. Les gens sont là pour s'amuser, pour passer un bon moment avec les potes. Donc c'est le tournoi d'introduction. Si vous commencez et que vous n'osez pas sortir de chez Voilà, vous, c'est vraiment. Il faut aller en armory. Et moi, je vais faire ma première armory samedi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous manquez des cartes, c'est assez facile de s'en faire prêter, voire de se faire prêter un deck complètement. Pour l'armory, pour tester, les gens sont accueillants et globalement, la communauté est accueillante, mais l'armory, c'est vraiment le moment où tout le monde va être relax, chill. Oui. Et est-ce qu'on tolère des proxys? Non, c'est pas. En fait, c'est pas autorisé par l'éditeur d'avoir des proxys dans n'importe quel tournoi officiel. D'accord. Après, vous pouvez gentiment demander à votre adversaire, mais si jamais il y a un problème, ça peut retomber sur la boutique. D'accord. C'est un contrôleur de LSS voilà, qui arrive. C'est peu probable, mais... Interrogation surprise, sortez tous une feuille. Voilà, de façon générale, c'est pas autorisé. Voilà pour les armories. Le premier niveau de tournoi compétitif qui est au même niveau que les armories, c'est les skirmishes. Les skirmishes, il y en a une ou deux saisons par an. Les escarmouches, il y en a une ou deux saisons par an. En général, c'est en blitz. Là, ils ont annoncé qu'elles pourraient être soit en blitz, soit en Living Legend pour la prochaine saison. Mais pas en construit. Pas en construit, non, c'est volontairement pas en construit parce que ce n'est pas des tournois avec beaucoup d'enjeux. Alors les armories, j'en ai pas parlé. Il y a un kit d'armories qui sont des lots qui sont fournis par LSS tous les mois, qui est distribué aux joueurs. En général, il y a une cold foil pour le gagnant. Alors c'est des cartes qui valent pas très cher, mais ça va valoir entre 5 et 10 euros, entre 1 et 10 euros la cold foil en gagnant l'armory. Donc c'est pour ça, il n'y a pas non plus beaucoup d'enjeux. Et puis il y a des promos en foil qui sont en général soit suivant l'organisateur distribués au top 8, soit aléatoirement, c'est ce qui se fait le plus souvent parmi les joueurs de l'armory. Donc c'est l'idée, c'est convivial. Le skirmish, c'est un peu pareil en termes de notation, sauf que c'est un poil plus compétitif parce que chaque boutique va en faire qu'un seul par saison de skirmish. Mais pareil, ça va être Ah oui, il y a aussi des tapis, des playmats qui en général sont donnés... Qui sont beaucoup moins cool que les nôtres. C'est ça, qui sont donnés aléatoirement aux participants, à un participant. Les skirmish, c'est pareil en termes de dotation. Des cold foil, en général, c'est une pour le gagnant, une aléatoirement parmi les participants. Et des lots de participation juste en venant, donc une carte rainbow, une carte foil de participation juste en venant. Pareil, là la cold foil vaudra un peu plus cher du coup parce qu'il y aura moins de disponibilité. En général, c'est des cartes un peu recherchées, c'est des cartes pas forcément rares. En général, c'est une commune, voire une petite majestique. Mais qui n'a jamais été édité en cold foil et qui est en général très joué. Par exemple, on a eu le Teclocor, qui est la spécialisation de Dash sur la dernière saison de Skirmish, qui est une carte quand même centrale dans Dash.
Donc les gens qui veulent pimper le deck peuvent aller acheter des cold foils enfin des Teclocor en cold foil qui valent une cinquantaine d'euros à peu près. Donc c'est déjà un petit peu plus intéressant en termes de... Ensuite, on va rentrer... Juste une question. Oui. C'est payant ces tournois? Tous les événements en général sont payants avec des prix qui sont en général fixés par LSS, qui fixent une fourchette en fait. D'accord. En général, les armories c'est 5 euros, enfin 5, 6, 7 euros, voilà, c'est rien. Sachant que la plupart des boutiques, en tout cas les boutiques parisiennes, alors soit c'est des boutiques qui vont vous donner un booster pour participer, donc vous avez votre booster de participation, soit c'est des boutiques qui vous donnent des bons d'achat pour chaque victoire. Vous avez genre 3 euros de bon d'achat par victoire. Donc potentiellement, vous pouvez rembourser votre armoire en faisant 2 victoires, voire même vous payer un peu les suivantes si vous gagnez toutes les parties, ou faire du crédit. Les skirmishes sont un peu plus chers en général. Alors tous les tournois qui sont dessus en général vont être plus chers. Pas forcément le mieux doté, je préfère le prévenir. Ou alors à des dotations qui sont très pour les gagnants. D'accord. Pour inciter à gagner. Donc, c'est plus compétitif. Ça va être les événements dont je vais vous parler par la suite, ça va être entre 20 et 25 euros l'événement sur la journée. Et après, les gros événements, donc à partir de Battle Hardened, on y viendra, on est plus sur entre 50 et 70 euros l'événement sur la journée, encore une fois. Sachant qu'en général, ces événements-là, la promo qui est offerte à tous les joueurs vaut des fois quasiment le prix de l'événement sur le marché secondaire, mais ça dépend d'à quel point elle évolue. Des fois, elle vaudra que 20 ou 25 euros. Mais elle permettra au moins d'éponger une partie du prix de l'événement. D'accord. Donc ensuite, on va rentrer sur l'échelon supérieur. L'échelon supérieur, il y a 2 types de tournois qui sont globalement similaires. C'est juste qu'ils qualifient pour des choses différentes, qui sont les ProQuest et les Road to Nationals. Donc c'est une saison, c'est des saisons qui sont donc c'est une période de l'année où il va y avoir une saison de ProQuest, une saison de RTN, on appelle ça RTN pour Road to Nationals, qui vont permettre de se qualifier à l'événement correspondant, donc à un Pro Tour ou aux championnats nationaux, dont on parlera plus tard. Donc c'est des tournois dont le niveau de compétitivité est plus élevé, mais où ça reste un tournoi que chaque boutique va pouvoir en organiser un pendant la saison. D'accord. Donc c'est des tournois qui restent des tournois en boutique. Donc en général, les gens peuvent en faire 3, 4, 5 s'ils vont dans toutes les boutiques un peu de leur coin ou de France. Voilà. Et donc ça va être des tournois plus compétitifs, mais locaux. Ça va être le plus haut des tournois locaux, on va dire. Donc vous allez globalement retrouver les joueurs du coin, mais là on va se battre pour des vraies choses. Donc c'est des tournois... Là, on ne prête pas sa couronne. Ah si, les gens vont se prêter les cartes, il n'y a aucun souci. Sauf s'ils les jouent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se prêter les cartes, et ça ne veut pas dire que l'ambiance ne va pas être cordiale et qu'il ne va pas y avoir une bonne ambiance. C'est juste que... Moi, je suis là pour gagner. Globalement, les erreurs seront un peu... des fois, des erreurs... Arbitre. Voilà. Faute. Des erreurs en armory, on va peut-être les laisser passer, on va les signifier quand son adversaire fait un énorme misplay, donc une erreur de jeu, qui ruinerait l'intérêt de la partie pour les 2 joueurs. En armory, en général, on va la signifier, on va dire fais gaffe, tu peux faire ça quand même ou tu as oublié ça. À ce niveau-là, on va commencer à plus trop le signifier parce que le but c'est quand même de bien se placer. Le fonctionnement de ces tournois, c'est en général soit du construit, soit du draft, soit du scellé des fois, mais c'est construit ou draft. Et c'est un certain nombre de rondes, donc en général, suivant la taille du tournoi, 5 ou 6. Et après les 5 ou 6 rondes, le top 8, donc les 8 meilleurs joueurs, vont s'affronter dans un arbre à élimination simple, premier, huitième, quart de finale. Quart de finale, demi-finale, demi-finale, finale. Et puis, en général, le top 8 a un lot en plus, une carte plus rare. Donc en général, c'est des héros foil en version adulte. Donc c'est comme ça qu'on les récupère. Et puis là où les lots vont devenir très intéressants, ça va être pour le gagnant. Alors dans les Road to Nationals en général, c'est les 4 premiers, donc le top 4 qui est qualifié directement pour les nationaux. Sachant qu'en plus, les nationaux, on peut s'y qualifier par points. Je vais y venir dans une seconde. C'est compliqué, hein. Et donc le gagnant dans ces tournois, que ce soit les ProQuest et les Road to Nationals, va gagner une Gold Foil. Donc c'est une enveloppe scellée envoyée par LSS qui va contenir une carte existante du jeu, mais en version Gold Foil. Donc c'est comme les Cold Foil, mais dorées. Et ce sont des cartes qui sont obtenables que de cette façon, donc qui sont très chères et très rares. Pour donner une idée, une Gold Foil qu'on a dans les ProQuest ou dans les Road to Nationals, c'est ce qu'ils appellent les c'est les communes ou Majestic Gold Foil. Donc c'est des équipements, toujours les Gold Foil, soit communs, soit Majestic.
Donc par exemple, des armes de personnages, ça peut s'ouvrir ici. Des équipements majestiques, comme les bottes ninja que tu as par exemple, ça peut s'ouvrir là-dedans. Et puis ça va valoir entre... Sceller une enveloppe comme ça, si on ne l'ouvre pas, ça vaut à peu près 500 euros. Oui, oui, on commence à rentrer dans les bonnes dotations. Non scellé, ouvert, ça vaut entre 100 et 150 si on n'a vraiment pas eu de chance, et 1500 si on a eu beaucoup de chance. Si on a ouvert genre un Mask of the Punching Links, par exemple en gold foil, ça vaut 1500 balles. Après, le plus dur pour ça reste de trouver un acheteur par contre. Oui, ça vaut ça, mais dans les faits, à partir de ça vaut ça s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, absolument. Je fais juste un cut, je vais boire. J'ai la gorge sèche. Je mettrai de la musique d'ascenseur. Tu feras plus un tête. Non. D'accord. Le ProQuest, c'est la même chose. Simplement, le gagnant remporte en plus une invitation au prochain Pro Tour. D'accord. Qui est un tournoi dont on va venir. C'est la Go Again en fait. Alors, pas au prochain ProQuest, au prochain Pro Tour. Non, c'est la façon de se qualifier à un Pro Tour. D'accord. Ensuite, au niveau suivant, on a 2 types de tournois qui sont les championnats nationaux. Donc, ça, c'est une saison qui a lieu une fois par an. Des joueurs sont invités. Donc, soit en étant qualifiés via les Road to nationaux, soit via leur Elo. Donc, il y a un système d'Elo à Flesh and Blood. Elo. Donc, Elo, c'est un classement, qui est un classement qui permet de déterminer la force des joueurs les uns par rapport aux autres. Et donc, à chaque fois qu'on affronte un joueur, notre Elo va monter ou descendre. On commence à 1500 et puis on évolue à partir de là. L'Elo ne rentre en compte qu'à partir du niveau ProQuest Road to Nationals. En dessous, les parties ne valent pas d'Elo, donc il n'y a pas de stress de perte de l'Elo si on ne joue pas ou quoi que ce soit. Donc les nationaux, là cette année par exemple, la moitié des joueurs étaient qualifiés par les Road to Nationals et l'autre moitié, c'est les premiers au classement Elo national, qui ne sont pas déjà qualifiés par les Road to Nationals, qui en général, il y en a déjà une bonne partie qui le sont. Parce que en général, quand on gagne des tournois, on gagne de l'Elo, donc on monte dans le classement. Donc les championnats nationaux, ça va se dérouler à la fin du mois. Donc là à Paris, c'est à Porte de Versailles. Enfin en France, c'est à Porte de Versailles, organisé par Uchrony Games. Je le dis parce qu'il y aura pas mal de side events. D'événements à côté. D'événements à côté pour les autres, pour les gens qui ne sont pas qualifiés, pour les gens qui ne passent pas le deuxième jour, avec notamment des promos exclusives à gagner dans ces événements. Là, c'est des Flick Flag promos. Donc une carte ninja qui sera disponible que pendant cet événement avec une illustration alternative et des tournois pour les gagner. Enfin, pas pour les gagner, des tournois où il suffit de participer pour en avoir. En général, c'est une grande fête de Flesh and Blood, le national, donc ça va être très cool. Et puis, du coup, c'est un tournoi. Donc là, on rentre sur un tournoi qui est sur 2 jours, avec 12 rondes, 6 rondes en scellé, 6 rondes en construit, 6 rondes en draft. Et puis à la fin des 12 rondes, les 8 meilleurs rentrent en top 8 et le gagnant est sacré champion de France. Donc même à partir de toute façon, tous ces tournois ont toujours un top 8 à la fin, à partir de Oui, d'accord. À élimination simple, toujours pareil. Et voilà, et puis il y a des bons gros lots à gagner. C'est les tournois à partir duquel il commence à y avoir des lots en cash. Donc avec du cash pour les gagnants. Là, des cartes. Je crois qu'on est autour de 500, voire on dépasse peut-être le 1000 ou 2000 pour le gagnant, je sais pas. Et en plus, je crois que c'est le top 4, il y a des gold foil, pareil, majestic ou commune, donc ça rajoute encore du pricing. Et le top 12 est qualifié pour les championnats du monde. Vous avez un autre type de tournoi, alors je pense qu'il est un poil en dessous, qui sont les PTI, les Professional Tournament Invitationals. Et quoi ? En gros, des tournois qui vont permettre de gagner une PTI. Je vais expliquer ce que c'est dans un instant. C'est globalement des tournois sur une journée avec genre 6 ou 7 rondes, top 8. Derrière, on les trouve généralement en jour 2 des événements plus compétitifs. Je vais y venir dans un instant. Et qui permettent aux gagnants de gagner une PTI. Une PTI, c'est une invitation qui peut être utilisé pour n'importe quel tournoi dans le futur et qui n'a pas de date d'expiration. C'est-à-dire n'importe quel championnat national, Pro Tour, championnat du monde, ce qu'on veut. Et ce qui est un excellent système, je trouve, dans Flesh and Blood, c'est que ces PTI sont, 1, on peut les cumuler, donc on peut en avoir plein, et 2, on peut les revendre.
Donc il est complètement possible de revendre une PTI à quelqu'un qui le souhaite. Si par exemple on ne veut pas participer à un tournoi ou si on a besoin de faire du cash, ce qui fait qu'il y a un intérêt à continuer à faire ces tournois même si on a déjà des PTI. Donc tu pourrais me vendre, je pourrais me pointer. Alors j'en ai pas moi actuellement. Non, mais quelqu'un qui a un je pourrais me vendre le fait que moi j'aille en championnat du monde. C'est ça. Par contre, une PTI ça vaut entre 600 et 700 euros. D'accord. Mais absolument, c'est si on se pense suffisamment bon mais qu'on n'a pas réussi à se qualifier, parce que des fois les saisons de qualification sont assez courtes, où il y a genre qu'une opportunité dans notre ville, mais qu'on se dit j'ai quand même le niveau pour, on peut payer pour y aller quand même. Et payer pas à LSS, c'est vraiment on paye aux joueurs, c'est un marché secondaire, mais sanctifié par LSS, c'est-à-dire on fait le transfert sur le site de l'éditeur l'invitation est vraiment transmise. Donc ça c'est les PTI. Les PTI notamment on va en retrouver en jour 2 des Battle Hardened, qui est le type suivant d'événements dont je vais parler. Les Battle Hardened, c'est des événements donc c'est toujours sur les week-ends, de toute façon tous les événements sont sur les week-ends, mais c'est des événements là qui sont dans une ville en particulier, donc en général, en moyenne, il doit y avoir un Battle Hardened quelque part dans le monde par week-end. Ah. C'est l'équivalent à Magic. On s'en fout de Magic. Je cherche l'équivalent. Bon, c'est des tournois à entrée ouverte, donc tout le monde peut participer. Et c'est des tournois sur une journée, en général avec 7 ou 8 rondes et un top 8 derrière. Donc là, on commence à rentrer dans les vrais tournois, avec des vrais gros lots à gagner. Championnat nationaux, c'est pas... Oui, c'est au même niveau que les championnats nationaux. Donc avec, alors j'ai plus les récompenses exactes, mais là on commence à avoir du cash, on commence à avoir des PTI pour les 2 premiers, des gold foils légendaires. Donc là les gold foils légendaires, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Alors juste, scellé, ça vaut combien? Je sais pas, là honnêtement, et je pense que en fait il n'y en a pas suffisamment en circulation régulièrement pour que... Ça n'a pas de prix. Non, ça a un prix, mais je ne baigne pas dans ce milieu. Tu me déçois. Et donc là, les Battle Hardened, c'est en général des gros rendez-vous avec... c'est des tournois qui sont en général organisés par des boutiques, mais pas dans la boutique, dans un centre de convention, dans ce genre de choses. Et les gens arrivent avec les mains pleines de sang de leurs adversaires. Et donc là, ça va attirer des joueurs globalement de tout le pays et des pays avoisinants. Par exemple, en France, on a eu un Battle Hardened à Toulouse l'année dernière, où il y avait pas mal de Français, des Toulousains, enfin des Espagnols, des Belges, des Italiens, ce genre de choses. On n'a pas de Battle Hardened, je crois, prévu en France. Je savais pas qu'il y avait des joueurs à Toulouse. Il y a une bonne communauté à Toulouse, qu'on salue d'ailleurs. Je plaisante. Donc ça, c'est les Battle Hardened. Le niveau encore au-dessus, c'est les Calling. Les Calling, c'est le plus haut niveau de tournoi à entrée libre. Le Calling, il y en a à peu près un par mois, je dirais. Donc à peu près à travers toute la planète. Ça, c'est des événements qui sont organisés directement par LSS, mais en partenariat avec une infrastructure locale, évidemment. Mais en général, là, c'est vraiment dans un centre des congrès, dans ce genre de choses. Et un calling, ça va attirer entre 200 et 500, 600 joueurs sur le main event. Alors, les Battle Hardened, c'est toujours sur 2 jours. Le Battle Hardened, le jour 1, c'est le Battle Hardened. Le jour 2, c'est un PTI. Et puis, il y a toujours plein d'événements additionnels à côté. Il y a les gens qui vendent des saucisses. Non, mais d'autres tournois, d'autres petits tournois organisés à côté. Le calling, c'est pareil. Et en général, le jour 2 d'un calling, il y a un Battle Hardened. Pour les joueurs qui n'ont pas fait le jour 2 du calling. Ça va sentir la transpiration, tout ça. Parce que le calling, c'est un tournoi sur 2 jours. Donc encore une fois, en général en scellé ou en construit ou en limité. Quand c'est en limité, en général, les callings, c'est jour 1, c'est en scellé, et jour 2, c'est en draft. D'accord. Et donc là, c'est vraiment les tournois très compétitifs. Pour donner une ordre d'idée, oui, j'en avais pas parlé, mais chaque tournoi rapporte un nombre de points de Living Legend au personnage qu'il a gagné. C'est comme ça que... C'est ça, ça commence au ProQuest. C'est un ProQuest ou un Road to National, c'est 5 points. Un Battle Hardened ou un National, c'est 10 points, voire 20 points pour les plus gros nationaux. Donc c'est à chaque fois qu'un héros gagne un match. Oui, non, gagne le tournoi. Tournoi. Gagne un tournoi. Un calling, c'est 100 points. Ah oui, ça va vite. Pour le héros qui gagne. Donc là, on est dans les vrais gros tournois. Donc en général, par continent, il y en a 2-3 par an. Cette année, on a de la chance. On a un calling à Lyon fin septembre. Donc ça va être un gros événement et ça va être cool et ça va globalement... Un calling réunit globalement tous les gros joueurs du continent et même en général des joueurs internationaux qui s'y déplacent. Toi, tu vas y aller ? Alors à Lyon, c'est certain que je vais aller à Lyon, oui.
Mais voilà, c'est le gros événement compétitif. Là, on est dans les tournois très compétitifs. Et puis le dernier échelon, il en reste deux. Enfin, il reste deux types de tournois, mais qui sont sur le même, enfin, qui sont sur deux échelons différents. Il y a les Pro Tours. Les Pro Tours, c'est deux tournois par an. Qui sont uniquement sur invitation. La façon de s'y inviter, c'est, je crois que le top 50 Elo mondial est invité automatiquement. Donc en fait, il y a un carton qui vous attend sur votre oreiller. Vous ne savez pas comment quand vous rentrez chez vous. C'est comme dans le C'est ça. problème à trois corps. Tous les gagnants de ProQuest ont une invitation au Pro Tour suivant. Mhm. Donc c'est ça à ça que servent les Ouais, ouais. ProQuest, c'est gagner une invitation au Pro Tour suivant. Et c'est possible d'utiliser une PTI pour s'inscrire à un Pro Tour. C'est à partir de là, en général, qu'on commence à utiliser les PTI. C'est pour les Pro Tours ou les Worlds. Le Pro Tour, c'est un tournoi sur 3 jours. C'est le même format en général que pour les Worlds. Et c'est des formats qui, comme les nationaux, vont mixer du construit et du draft. Mais tu es obligé de faire les deux. Oui, il y aura forcément du construit en général. C'est jour 1, il y a 4 rounds de construit, 3 rounds de draft. Jour 2, il y a 3 rounds de draft, 4 rounds de... Enfin, c'est la même chose, quoi. Il y a pas des interros sur table Non. Non. C'est juste du construit et des drafts. Et puis après, un top 8 qui est le jour 3. Donc le troisième jour n'est que pour un top 8. Et donc, d'ailleurs, pour le top 8, tous les matchs sont retransmis. En général, il y a toujours des retransmissions de la plupart de calling, enfin, de tous les callings et Pro Tour et plus, et une bonne partie des Battle Harden. Il y a des écrans dans le Stade de France. Non, mais c'est ça, il y a des commentateurs, il y a des choses. Voilà, donc là, le Pro Tour, c'est vraiment un des plus gros événements. Le gagnant repart avec 50 000 $ en cash, plus une carte signée unique signée. Typiquement, c'est un Français qui a gagné le dernier Pro Tour, c'est Arthur, qui est un Parisien. Bon, si tu regardes la vidéo, salut. On se voit plus tard sur Discord. Mais non, le Pro Tour, c'est vraiment un des points d'orgue de l'année du programme compétitif. Là, tous les plus gros joueurs du monde sont là. Ça se bat, ça définit un peu le metagame pour les semaines et les mois à venir. J'allais te dire, quel est le personnage qui a gagné? C'est Dromai? C'est Dromai qui a gagné le dernier Pro Tour, et d'ailleurs, elle a gagné 200 points parce qu'elle est de Living Legends Ah oui. qui a gagné le premier Pro Tour. C'est ça qui l'a fait passer Living Legend. Parce qu'elle était à 796 avant, elle est passée à 996. Elle a juste eu à gagner un ProQuest la semaine suivante pour être Living Legend. En d'autres termes, c'est quand on accumule 1000 points de Living Legend qu'on se retire. C'est ça. Et puis, donc, en parallèle du Pro Tour, donc là, il y a eu un Pro Tour à Las Vegas, à Los Angeles en début d'année, en début mars. Il y a un autre Pro Tour à Amsterdam fin juillet. Donc, ça va fumer sec. Où là, je ne suis pas qualifié pour le Pro Tour, donc je ferai les side events. Mais en général, c'est vraiment une fête de Flesh and Blood où il y a plein d'autres événements, des cartes exclusives, promotionnelles. Il y a un calling le jour 2 du Pro Tour. Donc il y a quand même un intérêt d'y aller parce qu'il y a quand même un calling. Et il y a un Battle Harden le troisième jour du Pro Tour. Donc vous voyez la masse de gros tournois quand même qu'il y a. Et on va déjà être au stade où vous allez faire une pause et on va vous interroger. Quel est l'événement qui est organisé par des boutiques et qui rapporte une gold foil commune? Répondez. Vas-y, continue. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de types d'événements. Voilà, mais comme il y aura un graphique, ce sera très clair. Et puis enfin, il y a les championnats du monde, une fois par an, même format que le Pro Tour, globalement pareil, sur rentrée ou qualificatif ou PTI, même format de jeu avec construit puis draft sur 3 jours, un calling le deuxième jour, un Battle Harden le troisième jour, plein de side events, une grande fête du jeu. L'année dernière c'était à Barcelone, c'était génial. Sympa. Cette année c'est à Osaka, fin octobre. Sympa. Plus loin, plus cher. Il faut y aller. Voilà, je vais pas y aller, sauf si je suis qualifié. Donc si je fais... Sauf si tu es invité. Alors en fait, si je fais top 12 aux nationaux, je pense que je vais au Osaka. Je le dis ici. Voilà pour les événements. Donc là, on rentre. Et alors, la dotation champion du monde 150 000. Ouais. Donc en fait, on peut être joueur professionnel, c'est ça qu'on dit. Il y a quelques joueurs qui arrivent à vivre du jeu. Mais pas énormément. Je pense qu'il doit y avoir entre 5 et 10 joueurs sur la planète qui arrivent à vivre de Flesh and Blood. Facile. Et parce que, à mon avis, ils ont aussi accumulé soit des revenus avant, soit un peu un filet de sûreté ou des choses comme ça, ou de façon temporaire se dire. C'est comme les joueurs de poker. Enfin, oui, mais pas avec les mêmes gains que le poker non plus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, faut avoir l'assise pour avoir ne serait-ce qu'un revenu irrégulier, quoi. Ou qui font par exemple du contenu ou des choses comme ça pour avoir d'autres sources de revenus. C'est pas un milieu professionnel, mais il y a quelques joueurs qui arrivent à en vivre. D'accord.
Voilà un petit peu pour Ouais, un bah tour d'horizon des merci. formats. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous quel tournoi vous avez envie de participer, si vous avez envie de venir nous voir en armorie ou Alors, si on vous voit directement au calling à Lyon. là, on est le 10, On est le 10 juin. Ouais. 10 juin. Donc moi, samedi qui suit, donc vous n'aurez probablement pas la vidéo, ce sera trop tard. Je serai en armory au play-in Rivoli. Et on va essayer de filmer tout ça. Ouais. À bientôt. À bientôt!